Bonjour, bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde. Coucou New York, bonjour Hong Kong. Le programme d'aujourd'hui a un petit goût royal, avec de l'excellence, encore de l'excellence, une louche entière de talent et un zeste de discrétion. C'est le luxe d'aujourd'hui sommaire. Cette semaine, nous nous invitons au pavillon de la Reine. Le chef italien Simone Zanoni régalera 100 chefs au Trianon Palace. Rendez-vous au couvent des Cordeliers pour assister au défilé des créateurs Lefranc-Ferrand. Pause découverte à Shanghai dans une boutique écrin. Nous commençons ce programme par vous livrer une adresse au luxe discret. C'est au cœur de Paris. Premier indice, Anne d'Autriche y a séjourné. Vous devinez? Non. Reportage. Place des Vosges, ex-place Royale, au cœur du Paris historique, le voyageur distrait peut passer sans voir la belle bâtisse construite au XVIIe siècle pour la reine de France. Historiquement, Anne d'Autriche, qui s'est donc épousée Louis XIII, est venue passer quelques nuits ici, sur le pavillon juste à côté de l'endroit de l'hôtel. Et donc c'est en l'honneur d'Anne d'Autriche que nous avons appelé l'hôtel Pavillon de la Reine. La rénovation a été confiée à Didier Benderli, ex-assistant de Jacques Garcia. Les travaux ont duré 3 ans. C'est un immeuble qui date du XVIIe siècle, qui a connu une première extension pour créer des appartements. Et il y a 25 ans, donc, on a transformé cet établissement en un hôtel. Il y a 2 ans, on s'est dit qu'on va donner un petit coup de neuf à l'hôtel. On va dire qu'on voulait passer d'un hôtel de charme à un hôtel de luxe. Et nous avons donc engagé des travaux en libérant l'espace du bas pour faire un spa. Et libéré ici, on a supprimé 2 chambres pour avoir deux grands salons. Et refaire toute la décoration, une belle réception et revoir aussi un certain nombre de chambres qui méritaient quelques rénovations. La suite Victor Hugo en l'honneur des œuvres du poète, écrite place des Vosges. C'est un hôtel dans lequel il y a les services du palace, mais on ne se sent pas dans un palace, c'est-à-dire qu'on se sent aussi un petit peu chez soi. Par exemple, nous avons ici à disposition un bar. Donc les clients viennent eux-mêmes se servir. Donc pour nous, ça, c'est le luxe. Nous avons beaucoup de clients qui reviennent, beaucoup d'habitués. Alors pourquoi? Parce qu'ils se sentent certainement un petit peu chez eux. Donc on veut que les clients s'approprient l'endroit. Quand ils reviennent, ils disent « Ah, on revient un petit peu à la maison ». Donc c'est ce qu'on recherche et je pense qu'on a un certain nombre de succès avec cette philosophie-là. Un comme chez soi, en mieux. Les poutres du XVIIe sont authentiques, l'ensemble est lumineux, les codes historiques sont détournés de façon contemporaine. Le décorateur, on travaille avec lui depuis une dizaine d'années, donc c'est ma maman en fait qui l'avait trouvé. Et ce qu'on apprécie, c'est qu'il y a un véritable échange. C'est-à-dire c'est des décorateurs il y en a un certain nombre qui ne sont pas forcément très accessibles, qui imposent quelque part leur idée de la décoration. Avec Didier Benderli, il y a un véritable échange, on partage, on choisit ensemble les tissus, les moquettes, les matériaux qu'on veut mettre dans l'hôtel et c'est ce qu'on apprécie. Bienvenue dans la suite de la Reine, ultra chic et sobre, mais très recherchée. On est dans un hôtel qui est place des Vosges et on n'a jamais voulu perdre de vue cet aspect. On n'a jamais voulu qu'à aucun moment quelqu'un qui entre dans cette chambre puisse se dire « Tiens, je pourrais être à Hong Kong ou à Johannesburg ou n'importe où ». On a voulu qu'il y ait quand même en modernisant, on n'a pas voulu faire une reproduction, hein, on a simplifié, mais qu'il y ait quelque chose qui indique qu'on se trouvait dans un endroit qui est très marqué par le XVIIe siècle. J'adore l'écriture, les livres, etc. et l'écriture aussi manuscrite.
Et je trouvais assez drôle de rentrer dans une chambre et d'avoir un texte comme si la personne qui entrait, on lui avait laissé un texte personnalisé. Ça, c'est un extrait. Alors, on est dans une chambre, hein. Des liaisons dangereuses. De quoi passer un moment royalement inoubliable. J'aime accumuler des fonds. On me dit, mais c'est pas trop. Je dis non, je trouve que c'est l'accumulation justement qui donne cet effet de luxe aussi. Hein. Ça permet, je trouve, de donner un panel assez large de couleurs, de matières, d'objets, et d'avoir l'œil qui est occupé en permanence et surtout qui découvre. Parce que quand on donne d'emblée comme ça de tout, sans avoir de choses sur lesquelles rebondir, on se lasse assez vite. Aucune chambre n'est identique. Chaque pièce raconte une histoire différente à découvrir à chaque séjour. Dans cet hôtel, on fait les travaux par petits bouts. On fait 2 chambres cette année, on en fera 2 l'année prochaine. C'est difficile, on doit s'y tenir, mais c'est difficile de garder une cohérence et une continuité alors qu'on évolue en permanence. Moi, mon goût évolue complètement, que ce soit les couleurs, que ce soit... Il y a des choses que j'ose faire aujourd'hui que je n'osais pas faire à cette époque-là. Donc c'est pas forcément... C'est représentatif d'un instant donné. Ici, le luxe est retenu, feutré, sobre. Définition. C'est tout ce qui est fait spécialement, sans que ce soit extrait d'un catalogue et répété à l'infini. Tout ce qui trouve sa limite dans le geste qu'on est en train d'accomplir. Un spa pour la détente, une conciergerie clé d'or pour répondre au moindre désir de l'hôte. À quoi rêve le patron de ce mini-palace? Ouais, c'est continuer d'avoir d'autres petits bijoux comme celui-ci. En espérant que monsieur nous confiera les adresses. Je vous avais dit qu'il y avait quelque chose de royal dans ce programme. Ce n'était qu'un début. Direction le Trianon Palace à Versailles. 100 chefs venus de toute la France ont été invités à fêter le centenaire du lieu. Ils ont testé le menu 1910. Qu'est-ce que c'est? Reportage. C'est exceptionnel d'avoir 100 ans. C'est le cas de ce haut lieu de la gastronomie française et de cet hôtel ouvert en 1910 et construit par René Sergent, l'architecte du Plaza Athénée. Bon anniversaire. C'est les 100 ans du Trianon Palace. Ce soir, avec 100 chefs. Tous ces chefs ont travaillé avec Simone Zanoni, notre grand chef Gordon Ramsay, ce soir, pour cette belle soirée. Pour l'occasion, l'hôtel propose quelques manifestations, dont ce dîner historique qui retrouve les saveurs d'antan. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? C'est tout simplement, on a cherché dans les archives des anciens menus qui étaient sortis en 1910, date de l'ouverture du Trianon Palace. Beaucoup coupé les menus parce qu'en 1910, les gens, les menus étaient très très chargés. On avait des menus avec 15-16 différentes assiettes. On a gardé quand même deux entrées, une poisson en viande et avec 2 desserts. Qu'est-ce qu'on a essayé de faire? C'était vraiment de reprendre vraiment les mêmes assiettes, les rapporter à jour d'aujourd'hui, en changeant un petit peu les techniques de cuisson et ajouter nos savoir-faire à les assiettes. On a utilisé les mêmes appellations, on a utilisé les mêmes ingrédients de base. Canapé, velouté de volaille, aspic de foie gras, filet de sole, pièce d'agneau, pré-dessert, dessert, ouf, c'est beaucoup. C'est un sacré travail. Il y a eu beaucoup de recherches de la part de Simone au niveau du dîner lui-même et puis au niveau des desserts du chef Eddy qui a fait beaucoup de recherches pour revenir avec ce dîner des 100 ans. Donc il y a beaucoup d'émotions parce qu'il y a 100 ans, eh bien, il y avait le même dîner. 10% de chaque dîner vendu seront pour l'occasion reversés à l'association Les Petits Cracks. Mais revenons à l'aspic de foie gras. On a une aspic qu'on appelle aspic, c'est un millefeuille de jambonneau et foie gras avec de la gélatine au mori, du gelé au mori et des asperges. Miam, les mets s'enchaînent. On a une caisse d'agneau à la bordelaise, c'est avec une très jolie sauce au vin rouge. Bon, nous, on a pris cette appellation, on l'a transportée un peu plus loin encore et on a en fait cuit l'agneau dans le vin rouge.
Pré-dessert, une glace vanille, noix de coco dans son cube de glace, il y en avait 100. Le dôme rouge pour le dessert a été créé spécialement. On a un dessert on l'appelle un dôme infidèle. On a cherché un tout petit peu un mot un peu Casanova. On voulait pour l'occasion créer un dessert d'exception, on voulait quelque chose de glamour, de chic et d'élégant. On est resté sur des notes aromatiques extrêmement simples, donc on est parti sur du chocolat avec de la vanille et un mélange de fruits exotiques. La mousse chocolat sera à la base, sur 2 textures, avec un peu croustillant, et dessus on aura un parfait glacé vanille avec un sorbet, donc ce fameux sorbet exotique. Et on va vraiment jouer sur les contrastes de température et de texture. Ce dessert est enfermé dans une coque en chocolat, de dentelle chocolat, donc très finement ciselée, très élégante. C'est vraiment une création pure, mais qui s'appuie sur des notes aromatiques extrêmement classiques. Vanille, chocolat. Et à l'époque, on avait très peu de desserts à l'assiette. On avait plutôt des gros gâteaux, un gros vacherin, des grosses meringues. Il n'y avait pas de mélange de chaud, froid, mou, croustillant. Alors que là, on a vraiment quelque chose de prime abord simple, mais d'assez complexe. On a une mousse chocolat qui sera tempérée et dessus, on aura une glace. Donc, c'est vraiment le principe même du dessert assiette. C'est en premier lieu beau à l'œil et ensuite, bien sûr que c'est bon. Le chef italien est 3 fois étoilé. Moi, comme j'aime bien le dire, je vais interpréter à ma façon la cuisine. Je prends la cuisine que quelqu'un a déjà faite il y a 60 ans, mais par rapport à moi, ce que je vais faire, je l'avais personnalisé à ma façon, à mon style de cuisine, à mes saveurs et à ma façon de cuisiner. C'est très réussi, mais que pensent ces très exigeants confrères et invités? J'ai trouvé dans ce qui nous a été proposé la connaissance de la cuisine française qui était arrivée jusque dans les années 1910 et qui date et qui est répétée, mis au goût du jour et surtout qui nous réunit tous les cuisiniers ensemble et qui fait que j'étais à table à côté de mon ami Gérard Vier. On a passé 40 ans de carrière ensemble et de revoir tous les jeunes cuisiniers qui viennent à cela, à ce côté associatif, pour faire quelque chose, un bénévolat, une œuvre. Je dirais que ce dîner est exceptionnel, compte tenu du nombre de participants et de la qualité des mets et des vins qui étaient servis. C'est vraiment de la haute voltige. Encore une fois, on a un chef qui est là et qui fait du très très bon travail. On a également des inspirations qu'il a prises par rapport à celui de 1910 qui sont phénoménales. Le résultat est splendide. De quoi parlent les Français quand ils sont à table et a priori quand ils sont chefs passionnés de cuisine, bien sûr française? Dans la cuisine française, j'aime beaucoup la façon que les personnes ils parlent de la cuisine française déjà. C'est pas seulement les chefs qui parlent bien de la cuisine française, mais c'est tout le monde. Et surtout, j'aime bien, c'est vraiment que la cuisine, c'est vraiment un style de vie des Français, comme pour les Italiens. C'est pas seulement une façon pour gagner l'argent, mais c'est vraiment un style de vie. Et quid de la cuisine française? Temps de cuisson, proportion, saveur, association pour notre plus grand plaisir. Peut-être que la soirée ne s'est pas prolongée suffisamment, mais je crois que la cuisine procure la même émotion que l'amour. Donc peut-être si on avait encore été 2 heures, on aurait parlé aussi d'amour. En cuisine aussi, il en faut. De la qualité, encore de la qualité avec le duo créatif à l'énergie bienfaisante, le Franc-Ferrand. Ils ont imaginé pour cet hiver une garde-robe fonctionnelle et urbaine, magistralement coupée, appelée outre noir. C'est chic et très parisien défilé. Dentelle de cachemire, cette robe de patineuse sexy en séduira plus d'une. Le Total Look tient la vedette cette saison chez Le Franc-Ferrand. Maille ou moelleuse magistralement exécutée dans un cachemire aubergine pour se manteler. La collection se résume en quelques mots. Hyper portable, énergie, confort, élégance d'aujourd'hui, une parisienne fort pimpante. Elle peut être parisienne, elle peut être d'ailleurs. Il faut juste qu'elle ait envie d'être jolie. Elle peut avoir envie qu'on la regarde. Nous, on trouve ça justement toujours agréable de regarder une jolie femme bien habillée. Bien habillée, elle le sera. C'est un défilé zéro faute. Elle n'est pas forcément française, elle n'est pas forcément américaine. Elle a un esprit parisien. Le côté suivez-moi jeune homme, le côté mignon, joli, apprêté. Maintenant, elle peut venir de n'importe où. Le noir fait son entrée. Profond, soyeux, brillant, du noir séduction.
c'est pas des noirs tristes, c'est pas des noirs plain, c'est pas des noirs. On avait vraiment envie de travailler sur la lumière des noirs justement et le relief et le travail qu'on peut faire sur le relief des noirs. Et on a bien fait des recherches sur les tissus pour mettre en avant toujours ce travail de volume qu'on aime faire. Et je pense qu'avec ces tissus, justement, ça va prendre une ampleur différente, je pense. On a des volumes, mais le volume est dans la matière déjà. Donc ça, c'était intéressant. Parlons volume, justement. Ils sont toujours flatteurs près du visage pour faire une petite tête, près du corps pour allonger la ligne déjà bien étirée avec le Total Color. On avait envie vraiment que la jambe et la chaussure ne fassent plus qu'un, et donc on a fait des toutes petites low boots dans la couleur des collants opaques pour qu'il n'y ait qu'une jambe, quoi. On ne voulait pas que ce soit marqué, coupé par une chaussure trop présente, et c'est vraiment des low boots très simples avec juste un petit patin, et voilà, dans chaque couleur de la collection, en noir, en beige, en rouge, en violet. Il fallait que ce soit, voilà, qu'on ait une silhouette, une envie, mais pas de choses qui accrochent, pas comme les chaussures des saisons précédentes. Là, on voulait que la jambe soit sans fin, que la silhouette soit sans fin. Structurées par le bustier, les robes de cocktail se portent archi courtes, en crêpe, soit au jersey de laine, hélas, dur à porter, passé le 42. Autre point fort, les drapés, croisés devant ou dans le dos, ils structurent la taille, on retient la fente qui donne un peps sexy. Il faut toujours justement amener la respiration, on va dire, du vêtement. On aime bien toujours que les choses ne soient pas fermées, ne soient pas contraintes. Donc voilà, il faut toujours qu'il y ait un souffle dans un vêtement, c'est important. On a envie de tout. Ça, c'est la combinaison que Marion Cotillard ne quitte plus. Je vous propose maintenant un aller-retour Paris-Shanghai pour visiter la nouvelle boutique que Dior vient d'ouvrir dans le prestigieux quartier de Puxi. 420 mètres carrés dédiés au raffinement et à l'élégance. Le décor est signé Peter Marino et ça vaut le voyage. Le Plaza 66 à Shanghai, dans le prestigieux et élégant quartier de Puxi, a accueilli l'une des griffes de luxe les plus célèbres au monde. Les Chinois chics se sont pressés pour assister au cut cordon. Le décor reflète à merveille l'exception française. Je pense que c'est pour nous important d'avoir un magasin, une boutique qui reflète aussi bien l'image de la France, l'image de l'avenue Montaigne, l'image de Christian Dior, qui est sans doute le nom le plus connu de la mode française en Chine. Avant d'entrer dans la boutique, une exposition résumant l'histoire de la marque reprend les œuvres d'artistes chinois vus à Pékin. On se sent très accepté. Et plus que ça, ils ont envie de nous, quoi. Ils ont envie de notre culture, de notre histoire. John Galliano était du voyage, bien sûr. Il adore Shanghai. Shanghai. Hi, Shanghai. Ni hi. J'adore cet respect de l'art, de grande art, tradition, et en même temps, ce goût pour les nouvelles technologies et l'innovation, qui sont un peu ce que je fais avec Dior. Respecter l'ADN de la maison Dior, c'est la tradition, et essayer d'apporter une touche d'innovation. Le logo a été repris d'après l'œuvre de Liu Jianhua. Ce qui a été frappant en Chine en particulier, c'est cette envie de nous connaître et de savoir d'où on venait. Et pourtant un pays, c'est un pays millénaire qui a une grande histoire et qui en même temps s'est complètement tourné sur le futur. Quand on arrive à Shanghai, on voit ces tours, on voit ce futurisme, l'impression de revoir les bandes dessinées représentées comme ça le troisième millénaire. Et ce qui nous frappe, c'est en même temps, ils nous disent, mais comment faites-vous ? Au-delà du qu'est-ce que vous avez avant, mais comment. Et c'est pas pour copier, c'est pour comprendre notre spécificité. Et je pense que là-dessus, ils veulent connaître une histoire, l'histoire de Monsieur Dior, comment John travaille avec les ateliers, comment fait-on un parfum. Et il y a cette appétence, et en même temps, une envie d'élégance, une envie de séduire. Pour séduire, on commence par l'écrin. La création du décor a été confiée à l'architecte Peter Marino qui s'est surpassé. La boutique est un modèle de raffinement contemporain. Cette volonté dans la boutique avec Peter Marino d'amener
et de la nouveauté, et des matières, et du détail, et du confort. Le luxe à la française s'exprime ici avec des artistes comme Lalanne ou Rougemont, mais aussi avec des matériaux novateurs. Allons à Lancelli dans une usine qui faisait le bronze. Hein. C'est une finition, ce qui était fait en bronze. Je l'adorais. Là c'est la peinture, mais c'est pour imiter le bronze. Complicité paradoxale en apparence, mais très complémentaire au fond. On retrouve, comme à l'avenue Montaigne, le célèbre escalier, entre autres. Ça, c'est un artisan anglais, Alistair Cook. C'est fait en lac. Hein? Il y a une espèce de lac. Et il y a 7 couches de lac, ce qui est fabuleux. It's a one of a kind. La merveille, cette sculpture muguet géant de l'artiste David Wiseman qui se reflète dans l'intable nuage de Guy de Rougemont. Le plafond, this is Mr. Wiseman. Il est un jeune de Californie. Et ce que j'adore, j'ai fait de la commande spéciale parce que pour moi, la Chine, il y a quelque chose dans la Chine. La porcelaine, c'est tellement partie de leur culture. Et ça, c'est le muguet, ce qui est le symbole de M. Christian Dior. Le sentiment de Gian Galliano, c'est très énergétique, c'est un peu frénétique, c'est très mouvementé, c'est pas du tout statique, c'est plein de détails. Alors j'ai dit, on doit captiver un peu l'esprit de Gian Galliano dans le porcelaine. On aime l'esprit qui règne ici. C'est un peu dans l'esprit de Lalanne. C'est l'idée de trouver toujours de la nature quelque chose de fabuleux. Monsieur Dior, il était avec son jardin et tout ça en Normandie, il était très proche au jardin. C'est ça pourquoi on a mis des jardins français partout, qui sont illuminés pour donner aux Chinois un peu l'esprit de Monsieur Dior et ça veut dire un peu l'esprit de la France. L'histoire d'art, c'est une continuité de past, de présent, de futur et tout ça. C'est ça c'est mon truc là. C'est pour sa grande connaissance de la culture française que Peter Marino sait si justement traduire les codes des maisons de luxe. Les Français étaient fascinés dans le 18e par tout le goût chinois. Je trouve dans cette période, de 1860 jusqu'à 1890, un mélange fort entre les deux cultures. On a emprunté beaucoup de les deux et ça me fascine. Pas d'investissement sans analyse économique. C'est sur le Bond qu'a eu lieu la fête. Les stars s'y sont pressées. La Chine, c'est aujourd'hui probablement le moteur économique du monde. Je crois qu'en 2009, avec la crise économique, s'il n'y avait pas eu la croissance persistante de l'Asie et en particulier de la Chine, le monde aurait eu du mal à sortir de cette crise financière assez redoutable. Les Chinois, maintenant, ont pris conscience du fait qu'il fallait développer, en même temps que leurs exportations, la consommation intérieure. C'est ce qu'ils sont en train de faire et ça va progressivement remplacer les exportations. Et donc, un niveau d'épargne très important en Chine que les autorités voudraient réduire un peu pour augmenter la consommation intérieure. Et tout ça en réduisant les risques réels d'inflation, mais en maintenant une croissance assez élevée. Pas d'expansion sans analyse économique. C'est sur le Bond qu'a eu lieu la fête. Les stars s'y sont pressées. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que non seulement le nom Dior, ça rayonne sur la planète. Quand on représente Dior, on est un peu ambassadeur de France dans le monde. Et en même temps, on crée des emplois en France, parce que c'est un exemple de la mondialisation dans le bon sens. On embauche du personnel chez Vuitton ou chez Dior pour vendre dans un pays comme la Chine. Alors qu'en général, tout le monde a plutôt peur de la mondialisation, en tout cas en France. On embauche des artisans en France pour vendre en Chine. Ils ont dansé jusqu'à 5h du matin et même sans musique. La fête fait partie du meilleur de la France. Vous aimez, que vous connaissez bien. Ah, moi j'adore la France. Et nous aussi. C'est sur cette déclaration d'amour que se termine notre programme. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde. En attendant, voici notre coup de cœur, puisque le luxe, c'est une histoire de cœur. Et vous voyez bien que nous avons raison de vous conseiller de cultiver votre aptitude à l'émerveillement. Et ça n'est qu'un début. Au revoir.
quartz fumé en abondance, topaz orange en multirang, jade, grenat, citrine, améthyste et autres pierres semi-précieuses s'articulent sur des fils d'or par Nupurtron, jeune créatrice indienne qui vit à Paris et crée des bijoux aussi légers et colorés que le voile des saris de son Rajasthan natal. Montés sur cordon comme le veut la tradition indienne ou sur un fil d'or, ces bijoux n'ont rien d'ethnique, mais traduisent la modernité de ce pays magique.